C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la Côte d'Ivoire qui a un nouveau vice-président. Il s'agit de Tiemoko Meiliet Koné, ancien gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Il a été nommé par le président Alassane Ouattara lors d'une allocution au Parlement à Yamoussoukro. Nous serons dans la capitale politique du pays dans un instant. Ça commence mal pour la CPS, la Cour pénale spéciale censée juger les crimes commis en Centrafrique depuis 2003. À peine l'audience ouverte, elle a été reportée au 25 avril prochain. Cette cour donnée comme exemple par de nombreuses ONG pourrait-elle faire son travail ? Nous poserons la question à Abdoulaye Diarra, chercheur à Amnesty International, spécialiste de la Centrafrique. Et à la fin de ce journal, nous irons en Tunisie. Vous verrez que cette année, les réalisateurs ont innové pour les séries du Ramadan. Les thèmes choisis ne sont pas classiques. Nos correspondants à Tunis se sont rendus sur des plateaux de tournage. Reportage à suivre. Tiemoko Meiliet Koné, c'est le nom du nouveau vice-président ivoirien. La nomination de l'ancien gouverneur de la BCEAO a été annoncée par le président Alassane Ouattara lors d'une allocution au Parlement à Yamoussoukro. Les précisions de notre envoyé spécial dans la capitale politique, Hanan Ferjani, avec Samuel Bernard. Le président a en effet dévoilé l'identité du prochain vice-président, qui n'est autre que l'actuel gouverneur de la BCEAO, Tiemoko Meiliet Koné. Tiemoko Koné qui a occupé des postes au sein du gouvernement tant sous Laurent Gbagbo que sous Alassane Ouattara. Un homme qui, selon le président, possède les qualités personnelles et professionnelles nécessaires pour devenir le numéro 2 ivoirien. C'est un brillant économiste, un homme compétent et travailleur, qui a aidé à la réforme du franc CFA, ce qui fut une opération délicate. Enfin, c'est un homme de consensus et de comité qui a toute ma confiance. Nous avons demandé à des députés s'il s'agissait pour Alassane Ouattara de préparer un nouveau dauphin pour lui succéder, une question qu'ils ont préféré éluder. Je préfère sourire parce que nul ne peut prévoir, je vous assure, nul ne peut prévoir. Je pense que pour l'état actuel des choses, il faut retenir que le président de la République, c'est Alassane Ouattara, le vice-président, c'est Tiemoko. On ne va pas aller sur la question de dauphin. Nous, en tant qu'opposition, ce qui nous intéresse, c'est que nous revenons à une situation de stabilité politique normale. L'analyste politique Sylvain Guessant, lui, s'autorise à interpréter cette annonce. Selon lui, cette nomination en congrès est une façon pour le président Ouattara de rappeler qu'il est toujours aux commandes et de s'octroyer une option supplémentaire en vue de l'élection présidentielle de 2025. Et puis sachez que cette prise de parole est intervenue une semaine après la démission du Premier ministre Patrick Hachi. Patrick Hachi qui a été reconduit et chargé de nommer un nouveau gouvernement dans les prochains jours, une équipe réduite. On vous parle à présent de ce procès sans précédent en Centrafrique. La Cour pénale spéciale, la CPS, un tribunal hybride composé de magistrats nationaux et internationaux, a ouvert son premier procès ce mardi à Bangui. Objectif, juger les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis depuis janvier 2003. L'initiative est unique, mais à peine l'audience ouverte ce mardi, elle a été reportée. Pour en parler, nous sommes en direct de Dakar avec Abdoulaye Diarra, chercheur à Amnesty International, spécialiste de la Centrafrique. Bonsoir monsieur. Tout d'abord, est-ce que ce report d'audience en raison de l'absence des avocats de la défense qui ont fait défection à la dernière minute est signe de fragilité du tribunal ? Oui, bonsoir. Effectivement, depuis ce week-end, il y avait des rumeurs autour de la participation des avocats de la défense. Donc, qui sont inscrits au niveau du corps spécial des avocats et qui sont chargés d'assister les suspects et les victimes. Et ces rumeurs portaient notamment sur la question d'honoraires. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, premier procès devant la Cour pénale spéciale, un procès qui est attendu par les victimes, mais également par toute la population centrafricaine, n'ait pu se tenir, témoigne malheureusement des difficultés auxquelles ce mécanisme hybride fait face depuis de nombreuses années. Alors, de nombreux observateurs saluent le fait que ce procès sur les crimes commis en Centrafrique se déroule en Centrafrique. Mais n'est-ce pas un risque lorsque l'on sait que la situation est instable et qu'il y a encore des affrontements dans le pays ?
Tout à fait. La situation est encore instable et l'instabilité qui a redémarré en décembre 2020 continue de faire des victimes avec toujours des exactions commises par toutes les parties au conflit. Et donc, il est vrai qu'il y a une importance pour aujourd'hui les victimes, mais également toute la société civile pour que les procès puissent se tenir. Et au sein de la Cour, des mécanismes sont prévus justement pour la protection des témoins et des victimes. Donc nous pouvons penser que les mesures nécessaires ont été prises afin de garantir la protection de tous les participants à ces procès-là. Alors ce procès ne risque-t-il pas d'être ralenti par le pouvoir politique? Je pense à l'arrestation par des policiers de la CPS du ministre de l'élevage et l'ex-chef rebelle Hassan Bouba, soupçonné d'être responsable de massacres en 2018. Il a finalement été exfiltré de sa prison. Il a retrouvé son poste et a même été décoré par le président. Le tribunal pourrait-il vraiment fonctionner normalement ou est-ce qu'il risque d'y avoir entrave à la justice? Nous avons publié en décembre dernier un briefing justement qui traitait de ces questions-là et des difficultés auxquelles la CPS faisait face. Et les entraves politiques font partie de ces difficultés-là. Il est vrai que l'arrestation et ce que la CPS a qualifié d'évasion du ministre a pu porter un coup à la crédibilité de la Cour pénale spéciale, mais il faut saluer quand même l'ouverture de ce premier procès. Rappeler également qu'il y a d'autres affaires qui sont en attente devant cette cour et espérer que le 25, date de reprise des audiences, que ce procès puisse aller de l'avant et qu'il appelle d'autres procès également. Parce qu'il y a une vraie attente dans la société centrafricaine pour que la justice puisse passer et que la réconciliation vienne. Merci beaucoup à Abdoulaye Diarra, chercheur à Amnesty International et spécialiste de la Centrafrique. Merci pour votre décryptage. Merci. Le Sénégal va connaître une pénurie de kérosène. La société en charge d'approvisionner les avions a informé l'aéroport international Blaise Diagne qu'à partir de demain, le carburant sera indisponible pour au moins 2 semaines. Une indisponibilité qui n'affectera que les compagnies étrangères. Pourquoi cette pénurie? Plus de détails avec notre correspondant à Dakar, Elie Mendao. C'est à travers une lettre adressée au directeur de l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar, le plus grand aéroport du Sénégal, que le fournisseur en kérosène de l'aéroport a informé de l'indisponibilité du carburant à partir de ce mercredi 20 avril, à partir de 12 h. L'aéroport n'a pas tardé à réagir à travers un communiqué rendu public ce lundi. Il informe que cette situation est due à une conjoncture internationale défavorable avec la production d'hydrocarbures perturbée un peu partout dans le monde. Les compagnies aériennes sont ainsi priées de prendre toutes leurs dispositions pour transporter assez de carburant, à même d'assurer leur vol retour à partir de l'aéroport de Dakar. Selon nos informations, le Sénégal, qui dispose d'un stock de kérosène de plus de 2 800 000 litres de carburant, a réservé ce stock principalement à la compagnie aérienne nationale Air Sénégal International, mais également aux vols militaires. L'aéroport international Blaise Diagne de Dakar informe tout de même que des dérogations pourraient être accordées aux compagnies aériennes se trouvant dans certaines contraintes opérationnelles. Le Burkina Faso qui avance un plan de réinsertion des djihadistes repentis. Lors d'une conférence de presse, Yero Boli, ministre d'État, a détaillé ce plan qui prévoit la mise en place des comités locaux de dialogue avec les terroristes. Écoutez. Si ces jeunes-là reviennent, nous allons leur proposer de les réinsérer dans la société à travers des activités professionnelles. Par exemple, si vous souhaitez refaire ce que vous faisiez avant, à savoir l'élevage, on va trouver le moyen de vous accompagner pour que vous puissiez démarrer une activité de ce genre. Si vous souhaitez faire de l'agriculture, ce sera pareil. Que ce soit dans les localités concernées ou ailleurs, le gouvernement trouvera la possibilité de vous permettre de reprendre une activité normale et de vous départir de la violence. Les feuilletons du Ramadan, un véritable rituel dans le monde musulman. En Tunisie, chaque année, son lot de séries qui accompagnent les fidèles lors de la rupture du jeûne. Cette année, les séries n'ont pas toutes des thématiques légères, comme nous le montre ce reportage de nos correspondants à Tunis, Lilia Blaise et Hamdit Lili. Le tournage avait commencé bien avant le début du mois de Ramadan. Objectif,
faire en sorte que la 2e saison du feuilleton Harga soit diffusée pendant le mois sacré. Loin des thématiques habituelles abordées pendant le mois de jeûne, Harga met en lumière la problématique de l'immigration clandestine, un sujet qui fait écho chez les jeunes Tunisiens. Nous savons que les Tunisiens regardent beaucoup la télévision pendant le Ramadan, donc cela nous encourage à parler de tels sujets et à créer le débat. Harga parle d'un phénomène que l'on connaît tous, mais que beaucoup de gens voient comme juste un groupe de jeunes qui part sur des bateaux de fortune et qui risquent leur vie. Nous interrogeons les motivations de ces migrants et les causes de leur départ. Cette liberté de ton, le réalisateur Abdelhamid Bouchnek l'affiche aussi dans un autre registre, la série satirique. Avec Kenya Makench, un jeu de mots sur la tournure Il était une fois, il raconte les déboires politiques et sociaux d'un pays imaginaire, tout droit sorti d'un conte. On a voulu montrer une histoire décalée des Tunisiens, comment ils ont vécu, comment ils pouvaient vivre. Et c'est surtout critiquer la société actuelle. Cette année, dès les premiers épisodes, la série fait des clins d'œil à la classe politique, rejetée par une partie de la population ces dernières années. Ça tourne autour d'un roi déchu qui essaye de récupérer son trône. Mais ça va être compliqué après tout ce qu'il a fait. Mais je voulais parler de tout ce qui s'est passé en Tunisie, sans prendre parti avec personne. Rompre le jeûne en regardant une série, c'est un rituel dans certaines familles. Comme pour Sarah et sa sœur Ella, elle regarde, commente et critique, surtout les séries qui parlent de mœurs. Vraiment scénariste. Le problème, c'est que certains ne sont pas faits pour être regardés en famille. Il faut mettre moins de 12 ans quand même. Nous sommes déjà tellement écrasés par la situation économique et politique. Il nous faudrait des choses plus légères. C'est dommage, il n'y a pas de sitcom cette année. Et comme chaque année, certains feuilletons font déjà polémique. Comme celui que regardent Sarah et sa sœur, il aborde la polygamie et le mariage coutumier, interdit en Tunisie. On termine par du football. La star du football ivoirien Didier Drogba a dévoilé lundi son programme pour revitaliser le football ivoirien. Il avait officialisé sa candidature à la tête de la Fédération nationale de football au début du mois, 2 ans après un premier échec. Laurent Berstécher. Tout sourire, Didier Drogba s'offre un bain de foule avant de dévoiler son programme. S'il est élu, le candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football promet une nouvelle ère pour le ballon rond en Côte d'Ivoire. Les infrastructures sont à leur tour essentielles à développer, à moderniser, à entretenir, afin de bénéficier rapidement d'un parc de stades et de centres de formation décentralisés, permettant d'élever le niveau des championnats, d'attirer des sponsors et de faire éclore de nouveaux talents. La partie n'est pourtant pas gagnée pour Didier Drogba. L'ancien attaquant vedette de l'Olympique de Marseille et de Chelsea fait face à 2 poids lourds du football ivoirien, Idriss Diallo et Sori Diabaté, anciens hauts responsables de la fédération. Et s'il est de loin le plus populaire, sa candidature a déjà connu son lot de controverses. En 2020, il n'avait pas obtenu les parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection. Didier Drogba avait alors saisi la FIFA, qui avait mis la fédération ivoirienne sous tutelle pour son incapacité à organiser des élections. Le feuilleton avait révélé la fragilité des institutions sportives en Côte d'Ivoire, des institutions que Didier Drogba compterait organiser de fond en comble s'il est élu samedi prochain. Il pourrait ainsi emboîter le pas à une autre star du football africain, le Camerounais Samuel Eto'o, élu président de la FECAFOOT l'année dernière. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.